vous montrer ce casseur, effectivement, et après je vais vous faire écouter Rémi Hetz. Alors ce matin, Rémi Hetz, là on a franchi un cap. Parce que Rémi Hetz dit cette phrase extraordinaire, il y a un décalage entre les images qu'on voit et la réalité. Donc les images qu'on voit ne sont pas la réalité. Ça c'est génial. Celle-là, mais on l'entendra dans une seconde. Rémi Hetz, procureur, et procureur au plus haut niveau. Donc il n'y a pas plus haut que lui. C'est le deuxième magistrat de France. Deuxième magistrat. Et il trouve très bien les mêmes sanctions. Il trouve très bien, etc. Donc ça s'appelle narguer le pouvoir, en fait. Vous allez pouvoir vous... Ça s'appelle narguer le pouvoir. Mais c'est la phrase de Mitterrand. Voilà, les juges ont tué la royauté, ils tueront la République. C'est-à-dire qu'ils narguent le pouvoir, parce que Gérald Darmanin dit le contraire. Ah oui, en tout cas, il dit une bêtise. Ah, il dit une bêtise, vous trouvez ? Et si, la phrase... Ah bah tiens, écoutons-la tout de suite. Avant, écoutons ce qu'a dit Rémi Hetz, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui, non. Écoutons ce qu'il a dit. Il y a eu en effet des actes tout à fait inadmissibles à la suite du match et il fallait bien sûr les réprimer. Il y a eu des sanctions individualisées. La difficulté dans ce type d'affaires, et moi je l'ai bien connu lorsque j'étais procureur de Paris il y a quelques années, c'est qu'il existe... Vous étiez notamment procureur de Paris au moment des Gilets jaunes. Au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un décalage très fort entre les images de ces violences vues à la télévision et parfois la réalité des faits que l'on reproche. Ce qu'on juge, c'est une personne. Les peines qui ont été prononcées ne sont pas des peines légères. Certaines sont des peines avec sursis, certaines sont des peines fermes. Toute la gamme a été utilisée. Bon, là, j'invente rien, quoi. Là, c'est pas moi qui invente. Il y a un décalage entre les images et les faits. Incompréhensible. Mais moi, là, je comprends plus. Hein. Parce que moi, comment dire, quelqu'un qui entre dans un magasin, qui brise, qui casse, etc., où est le décalage ? En fait, il n'y en a pas. En revanche, il y a un décalage. Maintenant, on ne juge plus les faits, on juge le profil. Voilà, si j'ai compris, Pascal, la phrase est totalement discutable, mais elle n'est pas aussi aberrante que celle qu'on me donnait tout à l'heure. C'est la même. Il y a, par exemple, on voit le mineur de 15 ans détruire complètement un abribus, c'est le fait brut, incontestable. Et ensuite, si je saisis bien, le procureur général dit, lorsqu'on juge, il n'y a pas que le fait brut, il y a la personnalité, le profil, un ensemble de choses qui peuvent apporter de la nuance. Voilà comment je comprends. Mais pourquoi ? Pourquoi on ne juge pas les faits ? Ah mais on juge les faits aussi. Non mais moi quand je roule à 180 à l'heure ou à 170 à l'heure, on juge les faits. Oui, mais le raisonnement je serais puni par les faits. Le raisonnement. En fait, ce raisonnement est absurde. Ou alors moi je le comprends pas en tout cas. On juge plus les faits maintenant. On juge les faits, mais lorsque vous... on juge les faits ou on juge pas les faits ? Arrêtez parce que ça, on va s'énerver tout de suite. On juge les faits ou on ne juge pas les faits ? On juge les faits, mais les faits alors auxquels on ajoute lorsqu'on est dans le judiciaire, éventuellement le passé du prévenu. Et pourquoi ? Oui, mais là en quoi le passé du prévenu peut minimiser les faits que je vois là ? Expliquez-moi. Mais pour une raison très simple, imaginons que ce mineur, Pascal, de 15 ans, ait été déjà très souvent averti par la justice. Donc ça peut empirer, vous avez raison. La peine peut être plus grave. Oui, mais là, c'est pas le cas. Imaginez qu'il ne l'ait pas été. Oui. La peine peut n'être pas la même. Ah bon ? Mais ça... Ah bon ? Mais les faits ne sont pas graves alors ? Et pourquoi le président de la République dit que les faits sont graves ? Mais parce que... Si les faits sont graves, les faits sont graves. Mais des faits peuvent... Mais est-ce que c'est grave ce que vous voyez ? Est-ce que c'est grave le mineur que vous avez vu ? Oui ou non ? La destruction de l'abribus est très grave. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec Rémi Hetz ? Donc vous le défendez encore. Donc vous défendez les magistrats, je peux pas vous dire autre chose. Juge, Pascal, on ne s'arrête pas qu'au seul fait. Mais franchement, le raisonnement s'arrête parce que pendant les Gilets jaunes, ça a été dit, il était procureur de Paris. Moi, je comprends. Regardez, 1600 comparutions immédiates, 400 mandats de dépôt. Donc les Gilets jaunes, qui pour la grande majorité n'avaient aucune mention à leur casier judiciaire, eux ont été condamnés très fermement. Donc c'est possible. Écoutez, donc, franchement, ça existe. Là, je vous assure, je veux pas. D'ailleurs, je l'invite, Monsieur Rémi Hetz, peut-être qu'on a mal compris, qu'il vienne sur ce plateau. Pourquoi ? Mais il ne viendra pas, il va sur France Inter. Ah bon ? Ils vont sur France Inter. Ce serait bien. Et le message, comment dire, le message, c'est le média. Ne vous trompez jamais, le message, c'est le média. Ils vont sur France Inter. Voilà, il n'y a pas de souci, il ne viendra pas ici.
Parce que venir ici, c'est prendre des risques. Il aurait tort, on est si bien reçu. Mais non. On est un ancien magistrat. Mais qui peut contester ce que je dis ? Non. Mais Sauf si vous m'apportez la contradiction. Qui peut contester que cette phrase me paraît folle ? Il y a un décalage entre les images qu'on voit et la réalité. Qui peut me contester ça ? Il n'y a pas de décalage, en fait. Il y a un décalage Richard Millet. entre le fait et le jugement. Non, mais ça, c'est pas ce qu'il dit. Si. Non. Si. Non. Lorsqu'il Non. Écoutez. Vous voulez qu'on réécoute ? Oui. Alors, on réécoute. Réécoutons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Réécoutons Rémi Hetz. Réécoutons. Il y a eu en effet des actes tout à fait inadmissibles à la suite du match et il fallait bien sûr les réprimer. Il y a eu des sanctions individualisées. La difficulté dans ce type d'affaires, et moi je l'ai bien connu lorsque j'étais procureur de Paris il y a quelques années, c'est qu'il existe... Vous étiez notamment procureur de Paris au moment des Gilets jaunes. Au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est qu'il y a un décalage très fort entre les images de ces violences vues à la télévision et parfois la réalité des faits que l'on reproche. Ce qu'on juge, c'est une personne. Les peines qui ont été prononcées ne sont pas des peines légères. Certaines sont des peines avec sursis, certaines sont des peines fermes. Toute la gamme a été utilisée. Invente rien. Les faits, non. Personne. Vous êtes d'une mauvaise foi. Décalage entre les images de la télévision et la réalité des faits qu'on reproche. Et il ajoute... Des réalités, ça c'est autre chose. Ne soyez pas de mauvaise foi. Réalité des faits qu'on reproche. Et ce qu'on juge est une personne. Non. Mais le décalage, il n'est pas sur... Pardonnez-moi. Le décalage, il est sur les faits et la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Je prends un témoin. Pour une fois, vous commettez une erreur, Pascal. Il ajoute ce qu'on juge est une personne. Et je sais que du côté de Vincent, j'aurai un soutien. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on pourrait faire exactement la même émission à Paris en 1900 si la télévision avait déjà existé. Faisons un petit décalage dans le temps, vous savez que j'aime bien ça. Et en 1900 à Paris, il y a le phénomène des Apaches. C'est la jeunesse totalement désœuvrée, les 15-20 ans qui font toutes les exactions. Il y en a entre 30 000 et 70 000 à Paris. On ne sait pas quoi en faire et... c'est ça qui va vous plaire, Pascal. On arrête environ 400 de ces personnes par jour. La police est désœuvrée, ne sait pas quoi en faire. On les met en prison et les juges les remettent dehors immédiatement car ils n'appliquent aucune peine lourde. Et pour quelle raison ? C'est ce qu'on peut lire dans la presse des années 1900. Il n'y a pas de place en prison. On ne sait pas quoi faire de cette jeunesse désœuvrée. Donc, ça ne change pas. Et vous savez... Non, moi, je réfute tout ça. Je ne suis pas d'accord. Mais non, parce que c'est une... En fait, vous êtes en train de nous expliquer que rien ne change et ça, c'est insupportable. C'est insupportable, Virginie. Mais non, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Clémenceau change les choses parce qu'il réforme la police, justement. Ce relativisme est insupportable. C'est pas du relativisme. Au contraire, je finis mon propos. Clémenceau, en réformant la police, a permis de redresser la situation. Donc là où je voulais en arriver, c'est où est notre Clémenceau aujourd'hui ? Les Apaches, c'était quand même des bandes organisées. C'était plus que elles sont organisées, oui, mais elles s'organisent. C'est pas que des mafias, ce sont les jeunes désœuvrés qui se recoupent et qui se donnent un code de conduite. Un code aussi de mafia, un code mafieux. Souvent. C'est pas vraiment des mafias, parce que c'est pas ce type de mouvement-là. On n'est pas non plus en Calabre. D'accord, mais puisqu'on en est au langage, moi je suis frappé par une chose. Vous dites enfin, je lis le sous-titre de ce qui est de l'émission là, émeute. Si vous regardez la presse de gauche, c'est-à-dire la presse en général, vous avez débordement, tension, etc. Là, le mot émeute est le seul mot admissible pour ce qui s'est passé. Bon, je vous propose de voir le sujet de Hélène Charpy sur ce jeune. Vous vouliez dire un mot, peut-être que d'ailleurs prendre la défense effectivement de Philippe, peut-être qu'il a raison. Hein, Oui, je prends votre défense. Non, mais peut-être que Philippe a la bonne analyse et c'est pour ça qu'on parle ensemble. La parole est contradictoire. Moi, je vois une manière étonnante de me présenter les choses. Oui. En fait, je vois surtout une volonté... En fait, vous avez un procureur qui dit « La France entière trouve que les peines ne sont pas assez fortes ». Vous avez un ministre de la Justice qui, effectivement, s'étonne de ça. Vous avez un président de la République qui dit « Les faits sont graves ». Et vous avez quelqu'un, avec des peines qui ont été prises depuis 3 jours, qui dit « Bah non, les peines suffisent ». Vous avez une bourgeoisie d'État en France qui... résolument est déterminé à éduquer le peuple et ne surtout pas donner l'impression d'être à la remorque de l'opinion et de ses émotions. Ça, c'est une réalité, mais alors qui politiquement se vérifie depuis 50 ans, depuis Alain Juppé, en passant par
le maire du Havre et tant d'autres, hein, l'idée qu'il ne faut surtout pas être justement à la remorque de l'opinion. Au contraire, leur noblesse, c'est de regarder le populo avec dédain et de faire le contraire. Ça, c'est une... Et je pense qu'un certain nombre de magistrats sont touchés par ce virus qui est assez généralement répandu dans la haute fonction publique, oui. Je vous propose de voir le... Vous a pas vraiment aidé, Monsieur Bilger. Non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Il y a une magistrature qui déteste le peuple, le sentiment populaire, et c'est un scandale. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand ce sont les élus, ceux qui sont soi-disant des démocrates, forcément, ils sont élus, ils ont donc sollicité les suffrages de leurs compatriotes, hein, et qui sont quand même dans cette espèce de dédain souverain. Et ça, c'est très étonnant, mais c'est assez français quand même. Mais parce que c'est une longue carrière, d'échec en échec dans mais parce que monsieur et voilà. Monsieur Hetz, ce qui l'importe, c'est d'être reçu à France Inter quand vous aurez compris. Oui, mais ça. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que le média c'est le message. C'est pas parce que vous venez sur France Inter que vous êtes obligatoirement dans ce politiquement correct, etc. C'est pas parce que vous venez à CNews que vous êtes abominablement un type d'extrême droite comme le prétendent tous les gens qui ne vous aiment pas. Ce n'est pas vrai. Mais sauf que CNews n'est pas un média d'extrême droite du tout. Hein, sauf que CNews n'est pas un média d'extrême droite. Non, mais exactement. Et France Inter n'est pas non plus. C'est France Inter. Il y a une question que vous arrivez quand même à côté de laquelle vous passez toujours. Oui. Ils sont 77 500 pour faire le travail là où il y en a beaucoup moins ici ou dans d'autres rédactions. Mais il y a aussi une forme d'excellence dans leur boulot. Et la preuve, c'est qu'ils ont un succès d'audience qui est massif. Avec des conditions infiniment plus favorables que les autres. Avec plus d'émetteurs et pas de publicité. Donc, il n'y a pas Vincent. Il y a plus d'émetteurs et pas de publicité. Il n'y a pas de pub. Si vous mettez les mêmes si vous mettez les mêmes émetteurs sur Europe 1 et sur RTL... On n'est pas armes égales. C'est tout, quand même. Europe 1, on se bat effectivement dans la concurrence avec une main dans le dos. Mais la réalité, c'est que France Inter devrait faire un travail de service public et non pas être une chaîne qui, à tout prix, veut faire de l'audience. Mais sauf que pendant 3 heures d'émission lundi, ils ont parlé 3 minutes de... d'accord. Mais il n'y a pas d'accord, en fait. C'est juste... C'est un scandale, en fait. Non, le traitement de l'information sur France Inter lundi matin était scandaleux. Le manque de pluralisme que vous observez sur France Inter est extrêmement choquant. Bon, c'est tout. D'accord avec vous là-dessus. Et si vous êtes d'accord, c'est l'essentiel. Ah ben voilà. C'est l'essentiel. Non, mais c'est l'essentiel. Non, mais c'est quand même... après... Mais ça vous interroge quand même qu'ils aient autant d'audience. Mais je vous ai dit pourquoi. Oui, parce qu'ils ont plus d'émetteurs. Si vous mettez autant d'émetteurs... À Paris, il y a autant d'émetteurs pour les radios qu'on disait autrefois périphériques. Et ils ne sont pas premiers, hein, Paris. Hein. Ah Attendez, hein. Là où il y a les mêmes émetteurs... attendez, là où il y a le même nombre d'émetteurs, les choses changent, hein. Faut vérifier ce que je dis d'ailleurs. Oui. Faut vérifier. Faut vérifier ce que je dis. Bon. Et puis l'argument rien de nouveau sous le soleil, Bolo Bauer l'utilise évidemment constamment, est insupportable parce que effectivement l'argument, et c'est un téléspectateur qui me dit ça, il vise simplement à occulter le lien avec l'immigration, qui est essentiel dans ce qu'on a vu ce week-end. Donc si vous l'occultez, c'est que vous ne savez... si. Mais pas du tout. Je dis juste qu'il y a toujours une frange de la population qui est généralement la plus basse en termes de CSP, dans laquelle il y a plus de tentation d'aller dans les domaines hors la loi. Ouais. Mais ça a toujours existé. Désolé, mais les Gilets jaunes, c'est le contre-exemple. Les Gilets jaunes, ils n'avaient jamais manifesté, ils n'avaient jamais rien fait, ils ont été condamnés très sévèrement. Mais c'était pas hors la loi pour le coup, c'était tout à fait autre chose. La parole est contradictoire et c'est pourquoi nous discutons ensemble. C'est parce que chacun n'a pas la même analyse sur la société que sur ce qui se passe et c'est une bonne chose. Écoutez Hélène Charpy sur le jeune homme qui manifestement a été pris, interpellé. Il a 15 ans. 15 ans. Donc on va voir ces images. Sur cette vidéo devenue virale, on voit ce jeune casseur s'acharner sur un abribus des Champs-Élysées le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Reconnu notamment grâce à ses cheveux longs, il avait expliqué son geste sur TikTok. Vous avez vu la vidéo, elle a tourné partout. Je suis parti regarder le match chez mes potos. De base, je ne devais même pas aller sur les champs. Arrivé chez mon pote, il y en a un, il a dit quoi? Il a dit venez, on va sur les champs. Il y a tout le monde qui s'est branché, c'était une erreur. De base, j'étais venu en mode chill, mais j'ai vu ça a déconné, ça a mal fini la fin. Arrivé là-bas, je vois quoi? Mortier, fumigène, je commence à tout casser, tout ça. D'abord, je suis venu à Châtelet,
Donc on a suivi toute la foule, on est parti au champ. Selon nos confrères de Valeurs Actuelles, ce jeune de 15 ans a été identifié et interpellé. Originaire du Val-de-Marne, il était déjà connu des services de police pour menaces de mort réitérées. Selon l'enquête en cours, il serait aussi impliqué dans l'attaque d'une vitrine de luxe sur les Champs-Élysées. Une attaque dont le préjudice est estimé à près de 150 000 €. Bon, Tanguy Hamon, ce qui s'est passé hier, les comparutions immédiates, on peut voir. D'abord, ce jeune homme, donc il est en garde à vue actuellement. Il est en garde à vue. On a vu qu'il avait un CV plutôt solide. À 15 ans. À 15 ans. Et c'est là tout le problème. Et vous n'allez pas le mettre en prison. Étant donné que certains majeurs ne sont même pas condamnés par des peines de prison lorsqu'ils agressent des policiers, on peut légitimement dire qu'un mineur qui casse un abribus, il va s'en sortir avec quand même pas grand-chose. Il y a la loi sur la justice des mineurs qui va peut-être pouvoir corriger un peu ça. C'est-à-dire et vous allez voir qu'un média va l'inviter. Un média va l'inviter qui va expliquer que c'est quelque chose de social, que c'est un, comment dire, un révolutionnaire, que c'est quelque chose qu'il faut écouter là-dedans. Beaucoup de plaisir à casser cet abribus. Il avait expliqué ça sur ses réseaux sociaux. Je n'ai pas bien compris. Oui. Non, mais je sais pas, effectivement, on ne comprenait pas très bien. Alors, hier, Yanis, 19 ans, participation à un groupe pour préparer des violences contre la police, 6 mois de prison avec sursis. Yanis. C'est l'éducateur spécialisé, non? Non, c'est un autre. Non. Parce que c'est un autre. Ali, 28 ans, Algérien en situation irrégulière, 6 mois de prison avec sursis, stage de citoyenneté. Être content, Ali, de faire un stage de citoyenneté. Très efficace. Participation à un groupe pour préparer des violences contre la police. Algérien en situation irrégulière. Il est dehors. Il est en liberté. Biagui, 22 ans, sans emploi, connu pour port d'armes blanches. Participation à un groupe en vue de commettre des violences contre la police. Condamné à 6 mois de prison avec sursis. Stage de citoyenneté pour Biagui. Doit lui faire plaisir également. Il est dehors. Philippe, 26 ans, l'éducateur spécialisé, 3 mois de prison avec sursis, stage de citoyenneté, violence sur un agent de sécurité. Philippe, P. Bon. Et il va demeurer éducateur spécialisé sans problème. Je rappelle quand même que M. Hetz dit que les peines étaient convenables, alors que le parquet avait requis beaucoup plus durement. L'emprisonnement. Bon. Violence encore pour Hillel S, 18 ans, lycéen à 18 ans. Reconnu coupable de violence contre les policiers, relaxé au bénéfice du doute, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est des peines qui sont totalement dérisoires. Donc vous n'êtes pas d'accord avec M. Hetz? Ah non, oui, mais... Non. Et non, mais pardonnez-moi de poser des questions. Dans les propos que je tiens, ne prenez pas uniquement ceux qui vont dans votre sens. Bon. Monsieur, écoutons... aurait mieux fait à la limite de ne pas intervenir. Ah, bon. Écoutons M. Hetz, deuxième magistrat de France, donc sur le sursis, parce que, en fait, ce qui est terrible, c'est que M. Hetz, on n'a pas voté pour lui. Non. On vote pour un candidat qui appliquera une politique pénale. En l'occurrence, Gérald Darmanin, il a une légitimité puisqu'il a été élu. Et lui, il dit « je veux plus de sursis ». Ça s'entend puisqu'il a été précisément élu par le peuple. Pas comme ministre, bien sûr, mais choisi par quelqu'un qui précisément a été élu. Et il contredit ce que dit M. Darmanin. Moi, je trouve ça incroyable. Le droit de réserve, ça n'existe pas pour les magistrats. C'est-à-dire qu'il y a un garde des Sceaux qui dit quelque chose, et le procureur, en fait, il dit ce qu'il veut, si je comprends bien. Je comprends bien. Donc écoutons ce que dit M. Hetz. Si l'on supprime aujourd'hui le sursis, il faut pouvoir le remplacer. Le remplacer par quoi? Si on le remplace par des peines d'emprisonnement, là on serait dans une situation, je l'ai décrite tout à l'heure, totalement impossible. Il faut donc proposer autre chose. Et par exemple des peines de probation. Mais on voit que ces peines de probation, le travail d'intérêt général, qui est une excellente peine, eh bien elles sont difficiles aussi à mettre en œuvre. Et depuis quelques années d'ailleurs, malheureusement, le travail d'intérêt général baisse, les peines, le nombre de tiges baisse en France. Il y a une question qui m'intéresse. Est-ce que le procureur a le droit de s'exprimer sur le fond d'une politique pénale et de donner son avis quand le ministre garde des Sceaux dit le contraire? À mon avis, j'ai peut-être abusé, quand j'étais magistrat, de ma liberté de parole. Mais je pense qu'un procureur général a le droit de discuter les propositions. En public? Oui, je pense qu'il a le droit. Oui, il a le droit de dire que... Il a le droit de dire que... Mais est-ce que le garde des Sceaux peut le convoquer dans son bureau et lui dire vous n'avez pas la parole, en fait? Oui, mais il ne le fera pas. Hein. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, est-ce qu'il peut prendre une sanction? Parce qu'il n'y a aucune autorité. Non. Quand je dis qu'il n'y a aucune autorité dans ce pays, le garde des Sceaux
parle, le garde des Sceaux, il est au-dessus du procureur. Ah oui, normalement. Bon, et vous avez un procureur qui dit ce qu'il veut. C'est exactement ce que je pense de ce système, d'ailleurs. Il dit ce qu'il veut. Donc vous avez un garde des Sceaux, pour les Français, qui prend la parole, et vous avez un procureur qui dit « Cause toujours, tu m'intéresses ». Ça n'est peut-être pas... Je caricature, comme toujours, à grands traits. Je suis d'accord. Surprenante. Je suis d'accord. Mais c'est quand même un problème de... Comment dire? C'est un problème très important. Oui, bien sûr, oui ou non, Pascal. Mais la seule réserve que je ferais par rapport à votre intervention, c'est le fait que le garde des Sceaux a fait des propositions. Il a proposé des pistes. Mais ça se passe pas dans le bureau, ça? Il faut que ce soit à la télévision ou à la radio? On lui pose une question. Mais pourquoi il y vient? Il a le droit de parler? Ah ben il a le droit de parler, on a le droit de parler lorsqu'on est magistrat, dès lors qu'on ne porte pas... On n'est pas soumis à l'autorisation du garde des Sceaux? Non. La prise de parole. Ça devrait être comme ça, en fait. Non. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Toute prise de parole de n'importe quel membre de la magistrature engage le garde des Sceaux et engage le ministre de la Justice. En tout cas, je le vois comme ça. Oui, vous le voyez comme ça, mais là... c'est normal. Ce serait une conception tout de même très, très rigide, Pascal. Mais pourquoi? Mais parce que on a tout à fait le droit, en tant que magistrat, d'émettre des observations sur des propositions. On ne critique pas la loi, ce qui serait scandaleux. Et sachez hier que lors des audiences, les avocats de la défense ont utilisé les propos de Gérald Darmanin lors de leur plaidoirie. En gros, ils ont dit au président de la Cour d'appel, si vous condamnez plus fermement les prévenus alors que le ministre vient de parler, c'est-à-dire que vous êtes à sa botte, que vous êtes inféodé au pouvoir politique. Ils sont malins, les avocats. Ils sont évidents. Il y a une méthode de la part des avocats. Ah oui, ça vous les aimez pas, les avocats. Non, mais moi, je trouve qu'on vit un pays formidable. C'est intéressant, le débat. Moi, je trouve qu'on vit une période formidable, vraiment, où tout le monde parle. Bon.